dans quelques instants. On commence, messieurs, avec, sans plus attendre, avec les coups de cœur, les coups de gueule, beaucoup de coups de gueule ce matin, décidément. On commence avec vous, Jacques Miard. On parlait il y a quelques instants de la guerre en Ukraine. Vous voulez passer un coup de gueule sur la diplomatie française, c'est cela ? Oui, parce que qu'est-ce qui se passe ? On constate que l'Allemagne est en train de lever le pied et a décidé de diminuer par 2 son aide à l'Ukraine. Nous savons que les Ukrainiens essaient de prendre des gages et font l'opération de course. Les Russes disent c'est pas l'heure de négocier, mais enfin il faut être sérieux. On voit bien qu'il y a anguille sous roche. Et ce que j'attends de la diplomatie française, c'est qu'elle se prononce très clairement pour une négociation. Il ne s'agit pas d'embrasser Poutine sur la bouche, mais il s'agit aussi de regarder la réalité en face et de mettre fin, à une guerre par proxy qui, bien évidemment, chaque jour tue des jeunes gens de part et d'autre. Et il y a un moment, il faut savoir cesser un conflit, il faut savoir négocier. Et j'attends de mon pays que la diplomatie française lance l'idée incontournable de la négociation, d'une conclusion de paix. Les guerres par proxy, c'est facile, mais c'est quelque chose qui est vraiment scandaleux quelque part, car c'est bien gentil de faire la guerre par les autres, mais quand on n'en paye pas le coût en hommes et en jeunes hommes, de part et d'autre, il y a quand même un problème réel. C'est pas un problème d'éthique, c'est un problème de géostratégie. Pour négocier, il faut que les belligérants soient d'accord. L'Ukraine et la Russie ne le sont pas aujourd'hui. La Russie l'a rappelé hier. Ils ne le sont peut-être pas aujourd'hui, mais quand de part et d'autre, il y aura de plus en plus de voix, et dont la France, membre du Conseil de sécurité, et l'Allemagne qui vient de décider de couper de moitié son aide à l'Ukraine, je pense que les choses vont avancer. On sait très bien qu'il y a eu dans le passé des initiatives de compromis, des initiatives de négociation, et que ce sont les Anglais avec l'ineffable Boris Johnson qui s'y sont opposés. Les Anglais sont très forts pour faire la guerre par autrui. Eh bien, il y a un moment, il faut dire, ça suffit, il faut vous mettre autour d'une table. Ça prendra du temps, mais je pense que la France doit être ferme à ce propos, et j'attends de la diplomatie française. Et proposer, ça veut dire, proposer, si je vous suis bien, Jacques Miard, un plan de paix. Mais ce plan de paix, sur quelle base alors ? Est-ce qu'on accepte Justement, l'objectif, ne sautez pas aux conclusions. Il faut lancer l'initiative, et petit à petit, il y aura sans doute des solutions qui apparaîtront de part et d'autre. Il y aura certainement un compromis, mais il y a toujours un compromis lorsqu'on veut effectivement mettre fin à une guerre qui a coûté aujourd'hui et qui continue de coûter beaucoup d'hommes, et notamment de part et d'autre. Je le répète, il ne s'agit pas d'embrasser Poutine sur la bouche, il s'agit de prendre la réalité en compte, sinon de toute façon on aura un conflit qui risque de durer des mois et qui aboutira à la fin à un compromis, on le sait très bien. Luc Gras est avec nous également, politologue. Luc Gras, vous avez entendu à l'instant Jacques Miard. La France, la diplomatie française est-elle aux abonnés absents dans ce conflit ? En tout cas, dans la possibilité, de mettre en place un plan de paix, un éventuel plan de paix. Bonjour à tous. Bonjour Jacques. Moi, je ne peux pas être contre l'idée du dialogue, bien sûr. Mais encore faut-il, pour pouvoir dialoguer, être deux. Et il y a un vieux principe gaulliste qui je sais, sensible à Jacques, c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, c'est les peuples, en fait, en langage commun, ça veut dire chacun chez soi. Et donc, je crois que le premier signe à envoyer de la part de Poutine, c'est de montrer que effectivement, il y a des stratégies parfois qui sont erronées. Là, il y a une stratégie d'occupation du sol ukrainien. On en pense qu'on veut ou pas, mais ça a échoué. Et donc, il faut aller au dialogue, c'est vrai, mais sur la base de la liberté des peuples à pouvoir occuper leur territoire, ce qui est bien normal. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Bien, oui au dialogue, mais pas à la soumission. Jacques Miard, c'est à la Russie finalement de faire un premier pas en vue d'une potentielle... Je vais vous dire, cette guerre, il faut regarder les choses en face. C'est une proto-histoire, c'est une guerre américano-russe, c'est aussi simple que ça. Et de part et d'autre, on a pris des gages pour faire cette guerre. C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Non. C'est un choix libre. Non.
reportez-vous à Foreign Affairs en 1998, où George Kennan, ambassadeur américain à Moscou du temps de Staline et qui a inventé la théorie de containment et qui était vraiment anti-soviétique, a écrit en 98 dans Foreign Affairs que si les Américains poursuivent cette volonté de pousser les Soviétiques dans leur retrait, eh bien, ça se terminerait mal. Donc, il ne faut pas croire la propagande occidentale, ni d'un côté, ni de l'autre. Nous devons avoir une politique d'indépendance. Et cette politique d'indépendance nous oblige aujourd'hui à mettre sur la table d'indépendance ou une politique pro-russe, Jacques Miard ? À pousser des initiatives pour arriver à un compromis. Une politique d'indépendance ou une politique pro-russe, Jacques Miard ? Mais il ne s'agit pas d'être pro-russe. Est-ce que j'ai une tête de pro-russe ? Je suis gaulliste depuis Vercingétorix. Je me suis toujours battu pour l'indépendance de la France. Mais il est clair aujourd'hui que c'est pas bleu-blanc. Il faut le reconnaître. C'est une affaire qui a commencé en 1919 lorsque les Allemands ont poussé les Polonais avec l'aide à se révolter contre les Ukrainiens. Et donc il y a une proto-histoire à cette affaire. Donc il faut la prendre en compte. Ce n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas une affaire qui a débuté hier matin avec l'attaque des Russes sur le Donbass parce que de l'autre côté, les Ukrainiens avaient refusé d'appliquer les accords de Minsk, dont on nous a dit, comme par hasard, après, que c'était les Minsk avaient pour un seul objectif de permettre aux Ukrainiens d'être armés pour attaquer les Russes. Il y a un moment, les faux culs, ils sont de part et d'autre. Lugras, ça vous a fait réagir, j'entendais. Non mais oui, parce que bon, sur Minsk, Jacques Miard a parfaitement raison. Ça a été une stratégie d'éloignement du danger. Il a parfaitement raison. Sur le reste, je peux pas m'empêcher de me dire, en reprenant les propos de Jacques Miard, que les Russes sont de piètres stratèges. Ils donnent des arguments aux Américains en rentrant sur le territoire ukrainien. Alors on peut dire que c'est une vieille histoire, que les Américains exploitent au maximum la situation aujourd'hui, ce qui est juste. Mais enfin, que n'ont-ils donné des possibilités aux Américains d'agir ainsi en envahissant l'Ukraine ? Enfin, c'est quand même, au niveau stratégique, c'est une évidence. Et puis, dernier point, on prend du recul. 1/6 des terres émergées, la Russie, 150 millions d'habitants. Qu'ont-ils fait d'aller prendre quelques milliers de kilomètres carrés sur l'Ukraine alors qu'ils ont déjà tellement à faire pour développer la Russie, pour mettre de l'harmonie en Russie ? 1/6 des terres émergées, 150 millions d'habitants, ils ont rien d'autre à faire que d'envahir l'Ukraine. Enfin, il y a un moment, faut être raisonnable, faut être dans la raison. Et si les Américains exploitent les situations, mais encore faut-il que les Russes ne leur donnent pas des arguments. Jacques Miard, pour conclure rapidement sur ce débat, parce que dans un instant, on accueille Brice Nkonda qui nous a rejoint. Il s'agit de sortir des positions idéologiques. Quand j'ai entendu Merkel et que Hollande a confirmé que les accords de Minsk, alors qu'on pensait que c'était la solution que le gouvernement français nous disait à satiété en commission des affaires étrangères, et qu'on apprend que c'était du bluff, eh bien, je me dis, mais où va-t-on ? Qu'est-ce que c'est que cette politique où on essaye d'aller à tout prix à l'affrontement alors qu'il faut trouver une solution ? Qu'on le veuille ou non, la Russie fait partie de l'équilibre européen et l'Ukraine aussi. Donc il faut trouver une solution et le plus tôt sera le mieux. Jacques Miard, Lugras, on accueille à l'instant notre troisième débatteur qui vient de nous rejoindre, Brice Nkonda. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. On va justement parler un petit peu de votre coup de gueule. Dans un instant, vous restez avec nous, Brice Nkonda. Ça concerne le maire communiste de Gennevilliers qui est qualifié Alain Delon de petit facho. Ça vous fait réagir, vous aussi, sur le Facebook de Sud Radio. N'hésitez pas à enlever vos commentaires dans un instant. On reste ensemble, les débats de l'été. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. 13h, Benjamin Glaise. Ah oui, les débats de l'été qui ont débuté depuis un quart d'heure. Ça a été franc, direct. Et il y a quelques instants à propos de la guerre en Ukraine entre Jacques Miard et Lugras. Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Lugras, politologue. Et puis également présent avec nous, il nous a rejoint Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Vous gardez la main, tenez, sur un coup de gueule. Là aussi, un coup de gueule concernant le maire de Gennevilliers, c'est cela ? Oui, tout à fait, Benjamin. Moi, mon coup de gueule porte sur le tweet qui a été fait hier, je crois, du maire de Gennevilliers, le maire actuel Patrice Leclerc, qui s'est fendu d'un tweet empreint de mépris, où il met précisément Delon, un petit facho qui faisait bien du cinéma.
Et en fait, moi, le coup de gueule que je porte, c'est sur le fait que il aurait lui mieux fait de garder le silence et de ne rien dire, de s'abstenir pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il y a une période de deuil, il y a le respect pour la douleur de la famille, c'est une épreuve. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est Alain Delon, on peut aimer ou pas la personne qu'il était en dehors de son art, mais c'est quand même quelqu'un qui est dans le patrimoine historique français et qui méritait d'avoir un peu plus de respect que lui a témoigné Patrice Leclerc. Donc en fait, il aurait dû quelque part faire comme la plupart, la quasi-totalité des responsables politiques, tout comme d'ailleurs Fabien Roussel du Parti communiste, qui a loué la carrière de l'acteur, mais qui s'est abstenu, qui a fait preuve de retenue quand il s'est agi de qualifier le positionnement politique d'Alain Delon. En plus de ça, ce que je regrette, c'est qu'il donne une mauvaise image de la ville de Gennevilliers, où on a une population qui est vraiment dans l'ouverture, qui fait preuve à la fois de diversité et d'unité. Et en fait, c'est un mauvais signal qui est envoyé. Et je pense que effectivement, il le dit à la fin de son message, il aurait mieux valu avoir un peu de silence et de retenue. Il aurait dû se l'appliquer à lui-même. Donc voilà le coup de gueule que je voulais formuler aujourd'hui. Ouais, je lis son tweet. Delon, un petit facho qui faisait bien du cinéma, un peu de recul ou de silence, mais pas d'hommage déplacé. Ce sont ces mots. Jacques Millard, c'est un tweet, un message qui vous choque, ou vous aussi c'est totalement inopportun et ça ne grandit pas l'auteur de ce gazouillis, pour parler le français. Parce que effectivement, il y a un moment, la mort, qu'on le veuille ou non, c'est l'énigme pour tout le monde. Et donc, en l'occurrence, que Delon ait eu, je dirais, on le sait, des affinités politiques qui plaisent pas à certains, je peux parfaitement le comprendre. Mais il y a un moment... Ses amitiés, effectivement, son amitié avec Jean-Marie Le Pen. C'est inopportun et ça ne grandit pas l'auteur de ce gazouillis. Lugras, réaction aussi à cela. Il vous choque ou pas ce tweet ? Oui, je suis d'accord. Il est choquant. D'abord, ce qu'on retient d'Alain Delon, c'était un grand acteur. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un grand acteur. Après, c'est vrai qu'à titre personnel, je suis toujours réservé quand les gens sortent de leur spécialité pour aller ailleurs et faire part de leur choix politique. Je vois pas quelle légitimité il y a. Mais pour rester sur quelque chose de plus positif, il l'a traité d'apprenti facho. Le apprenti facho, à l'heure où tout le monde traite tout le monde de facho, c'est qu'il est même pas facho. Donc, vous voyez, c'est vraiment dérisoire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été exprimé. C'est dérisoire. Delon est d'abord un grand acteur dont il faut saluer la mémoire. On a pas mal de commentaires effectivement en ce sens aussi sur le Facebook de Sud Radio. Continuez. Terminons avec votre coup de gueule justement, Lugras. Alors on parlait du maire de Gennevilliers. On parle de politique avec vous. Avec un coup de gueule. On parle de politique parce que je me suis dit que les Français en ce mois d'août 2024 devaient être sidérés par le décalage qu'il y a entre le jeu politique et leurs préoccupations quotidiennes. Je prends Jean-Luc Mélenchon, à 73 ans, c'est tout à fait légitime, il a qu'une seule obsession, c'est d'aller à la présidentielle. Mais que n'ont-ils lancé, Madame Castet, dont chacun sait qu'elle ne sera pas nommée par Macron. Puis maintenant, il nous sort l'article 68, dont chacun sait qu'il est inapplicable. Je ne parle pas non plus Monsieur Wauquiez, qui est dedans, tout en n'étant pas dedans, tout en voulant faire partie, tout en se préparant pour la présidentielle également. Je parle pas du salmigondi, comme aurait dit Raymond Barre, du centre, dont plus personne ne sait qui est avec qui, etc. Je parle pas de Macron, qui, dans une dissolution d'humeur, dissout, alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas à la suite des européennes, il dissout et il n'en tire pas les enseignements lui-même de manière gaulliste en partant lui-même, parce que la réalité, c'est que le pays est bloqué et que la seule solution, ce sera une nouvelle présidentielle pour en sortir. Tout ça, je me dis que quand les Français sont en proie à des difficultés financières, la rentrée, les problèmes d'insécurité qui demeurent pour beaucoup, en tout cas le sentiment d'insécurité, je me dis que finalement, pour honorer justement la mémoire d'Alain Delon, il faut vraiment qu'en politique tout change pour que rien ne change. Mais il y a une seule chose qui change pas, c'est que les marchés financiers actuellement continuent de tourner sur la base des réformes qui ont été faites par Monsieur Macron et qui sont bien contents que rien ne change. Brice Nkonda, une forme d'indécence peut-être de la part de la classe politique aujourd'hui ?
Ouais, en fait, on a l'impression que le microcosme politique est enfermé dans des schémas anciens. Et dans l'ancien, il y a des bonnes choses. Hein. Il y a des choses qu'il faut conserver. C'est-à-dire qu'avant, en fait, les gens avaient des repères idéologiques clairs. Et c'est vrai que depuis l'échec du bipartisme et l'arrivée de Macron qui s'est présenté en sauveur, on voit qu'il a rien sauvé du tout. Parce que ce qu'il a amené, il s'est positionné au centre sans être centriste. Il a pris un peu à gauche au début et beaucoup à droite après. Et en fait, on voit que les gens sont perdus idéologiquement. Et on se rend compte que la constitution des 3 blocs, finalement, ne permet pas de dégager une majorité claire. Donc là, on se retrouve dans une sorte de triangle des Bermudes, où quel que soit le bloc qui prend le leadership, finalement, on n'a pas de majorité absolue. Donc en fait, on est vraiment dans une situation où je suis d'accord, comme ça a été dit, il n'y a a priori que la présidentielle qui permettrait de régler les choses de manière très nette. Parce que là, le fait qu'ils consultent, bon, on verra ce que ça va donner vendredi. Vendredi, on aura l'occasion d'y revenir aussi tout à l'heure. Après on va en parler, donc je vais pas préempter le sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une forme d'impasse au niveau de la Ve République, parce qu'on s'est éloigné de l'esprit de la Ve République pour tout un tas de raisons, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les préoccupations des Français, on est dans un jeu politique, et les besoins des Français ne sont pas pris en compte. Et quand tout ça va revenir en force, on va se rendre compte que finalement on n'a pas pris la mesure du mécontentement dans le pays. Et pourtant il était important, hein, d'où cette large mobilisation qu'on a eue dans les urnes. Jacques Millard, est-ce que la classe politique aujourd'hui est en train d'oublier un petit peu les préoccupations des Français? Elles sont nombreuses à l'approche de cette rentrée. Il est évident aujourd'hui qu'on a une classe politique, du moins une situation qui a été créée par Macron-Jupiter et qui est de sa faute, point barre. Et il est tout à fait clair qu'on va vers une crise de régime et que le seul moyen d'en sortir, ça va être non pas la destitution parce que personne ne va la voter, du moins ça va attendre et ça ne viendra pas tout de suite, mais que la solution passe par le fait que M. Macron doit tirer sa révérence et qu'on ait des élections, qu'on ait une élection présidentielle, qui est la clé de voûte. Et c'est aussi évident. Mais pour les Français, est-ce qu'il n'y a pas une forme de ras-le-bol? Là, on parle de calcul politique, on parle de la présidentielle, la prochaine présidentielle, c'est quand même assez loin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment juste de ras-le-bol des Français qui se disent, bah voilà, il y en a marre, quoi. On s'occupe plus de nous. Le ras-le-bol provient, et il faut regarder les choses, c'est qu'il y a un rejet effectivement du politique, alors que la politique est nécessaire à partir du moment où les problèmes sont bien posés, à partir du moment où on retrouve, je dirais, un dialogue et un combat droite-gauche, et pas du salmigondi pour les chats que Macron nous a imposé. Donc la Macronie, c'est terminé. La Macronie doit être renvoyée à ses chères études et dans les poubelles de l'histoire dont elle ne aurait jamais dû sortir, et que c'est clair aujourd'hui que la situation va empirer parce que le budget, à mon avis, ça va être la quadrature du cercle, qui à un moment, il va falloir en sortir. Et le seul moyen pour en sortir, eh bien, c'est effectivement de remettre les pendules à l'heure avec une élection présidentielle. Et puis, il est évident qu'il faut bien prendre contact. J'ai dit tout à l'heure que la diplomatie française était aux abonnés absents. On a à la fois un problème intérieur et à la fois une situation internationale qui commande, qui exige que la France ait une politique claire, nette et précise. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, votre point de vue est net, clair et précis. Jacques Millard, juste Luc Gras, par rapport à tout ce que vous avez entendu, à votre coup de gueule à l'instant, est-ce que finalement c'est pas simplement la nomination d'un nouveau Premier ministre, la mise en place d'un nouveau gouvernement qui va permettre de raccrocher finalement la politique aux Français et aux préoccupations des Français, parce que là on va pouvoir concrètement avancer? Alors, je reprends tout ce qui a été dit, c'est qui était parfaitement juste. Je ne crois pas que la nomination d'un Premier ministre va permettre longtemps de régler le problème, parce que on a un problème effectivement qui est celui de la clé de voûte des institutions. C'est le président de la République. Dans le fait majoritaire, sous la Ve République, c'est lui qui oriente le pays et la nation. À partir du moment où il est disqualifié par une série d'élections où il a pas gagné, c'est compliqué. Alors, quelle que soit la qualité du Premier ministre ou de la Première ministre qui serait nommée, il n'aura pas de majorité. Donc, ça peut tenir le temps d'une saison pour voter le projet de loi de finances pour passer l'année, mais ce sera très compliqué. La réalité, c'est que Macron nous disait toujours qu'il fallait agir en urgence et que maintenant, depuis 2 mois, il ne se presse pas pour nommer le Premier ministre. Donc, je comprends pas l'incohérence.
D'autant, alors une réaction à Brice Nkonda, d'autant que Emmanuel Macron dit qu'il va nommer un nouveau Premier ministre d'ici la fin de la semaine. Rien n'est véritablement sûr là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça va être très très difficile pour les raisons qui ont été évoquées. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, comme le dit Jacques Miard, il faudrait revenir à quelque chose qui donne des repères. C'est-à-dire le schéma droite-gauche de l'époque donnait des repères. Donc je pense que dans une certaine mesure, il faut revenir à ça. Mais dans une autre mesure, au-delà de la question des personnes et de l'architecture institutionnelle qui nous met aujourd'hui dans le bourbier, parce qu'aujourd'hui on suit la voie institutionnelle, mais ça nous emmène dans l'impasse. Donc il y a quand même le sujet de rénover idéologiquement. J'ai pas l'impression que les partis politiques fassent ce travail de rénovation idéologique. De revenir véritablement aux idées. Faire ce travail des idées, parce que à un moment donné, un parti politique, il est là pour guider la population. Et j'ai l'impression que la réflexion politique a quitté les partis. Pendant un temps, on les a un peu outsourcés dans les think tanks, qui sont devenus des do tanks, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment le sujet de qui va prendre quelle place. On l'a vu avec le nouveau Front populaire. C'est un cartel électoral. Et on oublie les Français, on oublie les idées, les mesures qu'on met en place. Ils ont mis en place un corpus d'idées. Je dis pas le contraire, mais c'est avant tout un cartel électoral. On se rend compte qu'entre le Parti socialiste et la France insoumise, il y a un monde. Ils ont pas du tout le même positionnement en termes de valeurs et en termes d'idées. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un vrai sujet de rénovation des idées et qu'il faut insuffler une nouvelle dynamique à la société française, et ce travail n'est pas fait. Et merci beaucoup Brice Nkonda pour la transition. Vous me l'offrez, puisque dans quelques instants après les infos, on va parler justement du nouveau Front populaire de la gauche. Est-ce que le nouveau Front populaire est en train de vivre tout simplement ces dernières heures? Est-ce qu'on assiste aux dernières heures, aux derniers moments du nouveau Front populaire? On va y répondre avec vous, Brice Nkonda, Luc Gras et Jacques Miard. On vous retrouve les débats de l'été à suivre juste après les infos. Et puis avec vous, 0826 300 300 et nos réseaux sociaux Sud Radio. Sud Radio. 13h, Benjamin Glaise. Oui, il est 11h passé de 3 minutes. J'espère que vous êtes en forme. Pour débattre avec nous. Vous êtes déjà quelques-uns à le faire via nos réseaux sociaux. Sur le Facebook de Sud Radio, ça échange pas mal. Et puis, vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez, réagir à l'actualité, quelle qu'elle soit. Sud Radio, parlons vrai avec nos débatteurs pour ces débats de l'été. Ce matin, Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte, Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires, et puis Luc Gras, politologue. On en vient à cette question dans le prolongement de notre débat précédent. Le nouveau Front populaire est-il en train de vivre ces dernières heures? Le chef de l'État doit s'entretenir avec les différents chefs de parti et de groupes vendredi, dans l'optique de nommer, on ne sait pas quand, l'Élysée nous dit rapidement dans la foulée, un nouveau Premier ministre. En attendant, la gauche se divise, des divisions qui éclatent au grand jour. Notre journaliste Jules Boschirelli nous a rejoint. Bonjour Jules. Benjamin, bonjour à tous. Fait important hier, la candidate du nouveau Front populaire, Lucie Castet, semble avoir pris ses distances avec les insoumis, notamment avec leur menace brandie de destitution à l'égard d'Emmanuel Macron. Oui, mon sujet, ce n'est pas la destitution, mais la cohabitation. C'est ce qu'a déclaré Lucie Castet hier sur BFM pour balayer la proposition de la France insoumise. L'option institutionnelle la plus simple pour répondre à une nomination d'un gouvernement qui correspondrait pas aux résultats des élections, c'est de censurer ce gouvernement. Donc je pense que c'est l'option la plus crédible et qu'il faut privilégier plutôt qu'une destitution. Car ce que veut Lucie Castet avant tout, c'est répondre à l'urgence sociale et démocratique que connaît la France. C'est d'ailleurs pour cette raison que celle qui est proposée par le NFP comme Premier ministre ne penche pas en faveur de la destitution d'Emmanuel Macron. Ça fait bientôt 2 mois que le résultat des élections législatives est connu. On n'a pas de gouvernement, il y a un gouvernement démissionnaire. Ce qui est absolument urgent maintenant, c'est de mettre en œuvre la politique que les Français attendent, c'est-à-dire une politique qui renforce les services publics, qui apporte des réponses à leurs questions. Et pour apporter des réponses aux Français, Lucie Castet va justement peut-être pouvoir y voir un peu plus clair. Emmanuel Macron va recevoir vendredi à l'Élysée les présidents des groupes parlementaires et les chefs des partis représentés au Parlement lors d'une série d'échanges. Et bien qu'elle ne soit pas une élue de la République, Lucie Castet est également conviée à ce rendez-vous. Merci Jules. Vendredi, c'est dans 3 jours, c'est court mais c'est long. Est-ce qu'on est en train de vivre finalement là les dernières heures du nouveau Front populaire? On disait qu'il était mort-né, pas de divorce encore officiel. Mais on sent clairement que les divisions là sont de plus en plus importantes. Luc Gras, on est véritablement en train de s'orienter vers un divorce officiel consommé au niveau du Front populaire. Vous savez, la clé de lecture, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a 73 ans. Il aspire à la plus haute charge de l'État, la présidence de la République. Plus ce sera tôt, mieux ce sera. Avec cette grille lecture, vous comprenez, il a lancé
il a accepté Lucile Castet proposée par le Parti socialiste pour alimenter les militants pendant l'été. C'est bien l'heure. Chacun sait que Macron ne nommera jamais Lucie Castet, qui va s'attaquer notamment à certaines faut jamais mesures dire jamais. Faut jamais dire jamais avec Emmanuel Macron. Non, oui, il faut jamais dire jamais. Vous avez raison. Vous avez raison. Il nous l'a montré par le passé. Vous avez raison. Bon, enfin bref, Lucie, j'ai peur pour elle que Lucie Castet soit là pour alimenter le débat politique, donner à manger un petit peu aux médias politiques, etc. Mais qu'elle ne sera pas nommée, donc probablement pas. L'article 68, c'est la même chose. La destitution, chacun sait que c'est impossible qu'aboutisse. Ça fait presque mal au cœur de voir tous les militants et les élus LFI y croire en se relayant sur X, sur les réseaux sociaux, pour demander que l'article 68 soit mené au bout. Il ne passera pas. Comment peut-on imaginer 2/3 des gens du Sénat, des élus du Sénat, aller voter la destitution du président de la République? Donc la grille de lecture, elle est là. La seule solution pour répondre à votre question, est-ce que ce sont les derniers jours du nouveau Front populaire, elle est dans le fait que tous les membres du nouveau Front populaire agissent de manière concertée, et c'est bien mal parti avec l'initiative isolée de LFI sur l'article 68, dans une collégialité. Oui, il y avait un chemin, à l'issue des élections, il y avait un chemin pour la gauche, si elle avait été unie, si tout de suite, au lieu de dire comme Lucie Castet que elle ne ferait le programme, tout le programme, rien que le programme du NFP, eh bien, en tendant la main, en essayant d'élargir, il y avait un chemin étroit, mais il y avait un chemin. Je crois que l'élastique, comme le disait Patrice Caner ce matin, il tire sur l'élastique. Jean-Luc Mélenchon, à un moment, ça risque de casser. Brice Condat, est-ce qu'on aura encore un nouveau Front populaire vendredi, au moment où Emmanuel Macron recevra les différentes forces politiques? Alors j'entends parfaitement la démonstration qui vient d'être faite, qui est plutôt juste. Cependant, en fait, à côté, on n'a pas de solution évidente. C'est pour ça que j'écarte pas totalement le fait que Macron soit capable de nommer Lucie Castet. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il est quand même vrai qu'ils sont arrivés devant. Alors, c'est vrai que le nouveau Front populaire se gargarise en disant on est arrivé premier, mais quand on regarde bien, ils sont arrivés premiers grâce au barrage contre le Rassemblement national et parce qu'à un moment donné, ils ont mis sous le tapis toutes leurs divergences. Donc en fait, ils sont pas arrivés premiers, et quand bien même le nouveau Front populaire est premier, ils sont à une centaine de sièges de la majorité absolue. Donc tout ça, en fait, nous fait naviguer vers l'éphémère. On sait très bien qu'avec le vote du budget, ça va être compliqué. Donc moi, je pense que c'est quand même possible si, in fine, Macron n'a pas d'autre solution il n'y a pas de solution évidente. Alors il y a plusieurs noms qui ont été évoqués, je pense qu'on en parlera après. Mais si aucun nom ne permet de faire consensus, et ça va être très difficile, à un moment donné, le choix par défaut, ça va être lequel? Donc moi, j'exclus pas le fait que Emmanuel Macron puisse nommer Lucie Castet, avec les conséquences qu'il y aura derrière. Parce que les conséquences qu'il y a derrière avec la politique qui va être menée, c'est d'accroître les déficits, donc la dette, et donc quelque part, au niveau budgétaire, faire exploser la situation du pays. Et un gouvernement qui risque de ne pas tenir aussi, il faut le dire, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je vois pas comment il peut tenir. Pas, voilà. Jacques Mir, en tout cas, on parlait de Lucie Castet, elle sera reçue. Alors, c'est pas une présidente de groupe à l'Assemblée, au Sénat, ou c'est pas une présidente de parti, mais elle sera quand même reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée. Jacques Mir, vous y croyez ou pas à cette option Lucie Castet? Écoutez, je vais vous dire une chose. La pierre angulaire de l'action politique, c'est la cohérence. Or, le nouveau Front populaire est dans l'incohérence totale par rapport à ce qui s'est passé aux élections. Il a permis à un certain nombre de gens avec lesquels il était en combat permanent d'être réélus. J'en veux pour preuve le ministre de l'Intérieur que je connais un peu et qui n'a pas eu de candidat LFI en face de lui. Il a permis tout un tas de gens d'être battus, voire même à un certain nombre de LR, de permettre leur réélection. Tout ça, ça tient pas la route. C'est de l'incohérence totale. Donc comment voulez-vous, et ça je pense que le président de la République en est conscient, va donner, je dirais, un brin de confiance à des gens qui sont dans l'incohérence politique. C'est la raison pour laquelle je crois, comme ça a été dit auparavant sur cette antenne, que, bien évidemment, l'incohérence va aboutir à la, je dirais, non pas à la disparition, mais à des césures, à des ruptures au sein de LFI. Et d'ailleurs, les socialistes l'ont déjà dit avec force. Ouais. Donc,
je crois qu'on est effectivement dans une gabegie totale. C'est un peu la commedia dell'arte et qu'il y aura un moment, il faudra en sortir par une nouvelle élection présidentielle. Luc Gras, alors je retiens cette expression de commedia dell'arte, hein, c'est une expression que vous utilisez également, Luc Gras. Juste en quelques mots par rapport à ce qui peut se produire, on verra, mais la question centrale, c'est de savoir jusqu'à quand les socialistes vont tenir finalement au sein de cette alliance du nouveau Front populaire. Pour l'instant, il n'y a pas eu de rupture officielle à ce niveau-là, mais la question qui se pose, c'est ça va arriver quand? Alors, 2 points. Tout d'abord, par rapport à la notion de Lucile Castet, je lui souhaite bien du bonheur, mais je ne crois pas qu'elle puisse incarner une solution, dans ce sens où elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle appliquerait le programme et tout le programme du nouveau Front populaire, et il y a dedans notamment la remise en cause de la loi sur les retraites. Il y a dedans des impôts supplémentaires pour les plus riches, etc. Donc ça voudrait dire que Emmanuel Macron détricote tout ce qu'il a fait par le passé et donc se renie complètement. Donc c'est pourquoi je ne crois pas, c'est pas la personne de Lucie Castet qui est en cause, c'est ce qu'elle porte avec elle. Il n'est pas possible pour Emmanuel Macron de se contredire à ce point. Voilà. Sauf à vouloir bordéliser encore plus, et si je puis me permettre, à bordéliser encore plus la politique, la vie politique actuelle. Parce que là, à ce moment-là, il est même plus légitime lui-même dans le fait qu'il ait été élu, puisqu'il a été élu sur ce programme-là. Oui, mais Alors, deuxième point, sur le PS. Sur le PS. Je finis vite sur le PS. Par rapport à votre question. Le PS, c'est évidemment, c'est là que se situe la possibilité pour Emmanuel Macron de jouer de jeu politicien. Car il y a à l'intérieur du Parti socialiste une majorité qui, avec Olivier Faure, joue l'alliance avec LFI depuis le début. Ça a permis des réélections et il veut continuer dans ce sens-là. Mais il y a aussi une forte minorité, qui est autour de 40-45%, et notamment aussi parmi les députés, et François Hollande, etc., qui sont pas du tout sur la ligne d'alliance systématique avec le LFI. Et donc là, il peut enfoncer un coin qui peut faire mal Emmanuel Macron. Si demain il nomme quelqu'un qui est assez rond, qui est assez expérimenté au sein du Parti socialiste, il est évident qu'il ajoutera aux 281 députés qui ont voté pour Madame Braun-Pivet, il ajoutera quelque chose. On se rapprochera d'une majorité possible, en tout cas d'une majorité sur certains projets. Donc vous voyez, le Parti socialiste, c'est un peu le retour de gauche-droite. Le Parti socialiste est en train de faire son retour. Il est vraiment à l'épicentre des enjeux politiciens que nous vivons actuellement. Brice Nkonda, vous vouliez réagir rapidement. Non, le problème qu'il y a à mon avis, encore une fois, le raisonnement, je le comprends tout à fait, il est plutôt juste sur le fond, mais sur la forme, en fait, et aussi sur le fond, il faut quand même dire que ce raisonnement-là, il est fait du point de vue d'Emmanuel Macron, qui lui-même a été discrédité. C'est-à-dire que les électeurs ont, à plusieurs reprises lors des dernières élections, dit qu'ils ne voulaient plus de la politique d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que sur le fond, il faut faire autre chose. Et ce autre chose, il ne peut pas encore être porté par Emmanuel Macron et un assemblage hétéroclite. C'est ça qui est compliqué aussi. C'est qu'à un moment donné, quand on intime, quand on oblige les électeurs à aller aux urnes, comme il l'a fait sur un mouvement d'humeur, vous l'avez très bien dit, on peut pas ne pas tenir compte des résultats des élections. Et aujourd'hui, il est très clair qu'il y a 3/4 de la population qui est contre la politique qui est menée par Emmanuel Macron. Donc c'est là qu'il y a un hiatus dans le raisonnement. Et à un moment donné, ça, on est obligé de le prendre en compte. Après, est-ce que c'est Lucie Castet? Oui. Oui, on va, s'il vous plaît, on va juste se retrouver dans un tout petit instant parce qu'on va continuer de toute façon le débat à ce sujet parce que au-delà de la possibilité de Lucie Castet, il existe des alternatives à gauche. On entend de plus en plus, parler du nom de Bernard Cazeneuve. Il y a aussi le maire de Saint-Ouen, dont on parle de plus en plus également et qui se positionne aussi dans cette course à Matignon. On y revient juste après ça avec vous, Jacques Miard, maire de Maison Lafitte, Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des Quartiers Impopulaires, Luc Gras, politologue. Et vous également sur nos réseaux sociaux. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. 13h, Benjamin Glaise. Ah oui, les débats de l'été, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, les débats de l'été, on parle de la politique. C'est musclé, forcément, avec nos débatteurs qui sont toujours avec nous. Je les en remercie de participer à ce débat. Forcément, sur Sud Radio, parlons vrai. Jacques Millard, maire de Maison Lafitte. Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Et puis, Lugras, politologue. On poursuit les débats donc sur la politique avec cette désunion de plus en plus à gauche au nouveau Front populaire, notamment ces révélations du journal Le Monde qui indique que l'option Bernard Cazeneuve pour Matignon, l'ancien Premier ministre de François Hollande, Premier ministre éphémère, l'option Bernard Cazeneuve pour Matignon a été évoquée en réunion de groupe par les députés socialistes. Jacques Millard, ça peut être une option possible ? Oui, mais le problème, il est simple. Aujourd'hui, vous posez la question, quel est l'homme que le président de la République va appeler pour essayer de constituer un gouvernement ? Alors ça, on n'a pas franchi cette étape et effectivement, pas mal d'options circulent. Vous venez de me parler de Cazeneuve, je le connais bien. Il est suffisamment madré pour accepter ça. Mais il ne suffit pas de s'arrêter à qui. Il faut ensuite se dire pour quelle politique, quelles sont les options. Et c'est là où ça va coincer, parce qu'on sait très bien qu'on a des gens qui sont en opposition totale sur, je dirais, les options politiques. Il n'y a aucune possibilité, par exemple, de faire voter un budget qui est l'unanimité. Et on risque d'avoir immédiatement une motion de censure. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la commedia dell'arte qui se poursuit avec une impossibilité totale à avoir un gouvernement cohérent, un gouvernement qui va pouvoir mener une politique qui soit acceptée par, je dirais, l'ensemble de ces forces antagonistes à l'Assemblée. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans une crise de régime et que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Alors, heureusement, il y a encore en France une administration forte. Tout cela rappelle un peu ce que nos amis belges ont connu. C'est-à-dire qu'on a effectivement des hauts fonctionnaires, des gens qui connaissent quelle est leur mission, à savoir le service public, et qui vont continuer la politique. Et puis quand ils y auront, je dirais, un rejet du budget, ça se poursuivrait par un 12e avec la possibilité de voter les services votés. Mais il n'en demeure pas moins que ça peut pas durer la vie des rats. Oui, bien sûr, mais Lugras, quand même, justement sur cette option-là, Bernard Cazeneuve, la différence, c'est qu'on a des socialistes qui en parlent ouvertement, et donc on peut imaginer qu'un Bernard Cazeneuve pourrait justement être le trait d'union entre, on va dire, une aile gauche, centre-gauche, pouvant aller jusqu'à l'aile droite, et là on pourrait parler d'une éventuelle majorité de gouvernement possible, non ? Oui, c'est le rêve du bloc central. C'est le rêve du bloc central de mettre ça en place. Imaginez-vous une seule seconde, François Hollande, nouveau député de la Corrèze, renouvelé, ne pas voter les textes proposés par son ancien Premier ministre dont il est resté relativement proche, Bernard Cazeneuve. Évidemment pas. Donc il y a effectivement, avec la nomination d'un socialiste comme Premier ministre, une brèche qui serait ouverte dans le nouveau Front populaire et qui permettrait d'élargir la majorité. Autant prendre quelqu'un de droite n'élargira pas la majorité, autant prendre quelqu'un à gauche au Parti socialiste, dans ce qu'on appelle autrefois les partis de gouvernement, il y a une brèche à ouvrir. Donc oui, il y a une possibilité. Je voulais revenir sur ce que disait Brice Nkonda avant, là, sur l'opinion publique, qui était tout à fait intéressant. Il disait, il y a maintenant un hiatus entre Emmanuel Macron et l'opinion publique dont il va devoir tenir compte. Mais rappelez-vous, cher Brice, que de janvier à juin 2023, alors même qu'était discuté le texte sur les retraites, 70% des Français étaient contre ce texte sur les retraites. 70%. Ça n'a pas bougé d'une virgule la position d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il se découvre avec le temps encore plus. On voit bien qu'il est là pour certaines œuvres, il est là pour faire passer des réformes, donc celles sur les retraites, donc celles sur la dérégulation des marchés financiers. On le voit bien, et il ne peut pas revenir là-dessus puisque c'est dans son ADN. Il a deux convictions.
une conviction financière et une conviction supranationale au niveau européen. C'est les deux idées qui l'animent. Pour le reste, la parenthèse Macron n'est pas idéologique. Il y a du creux idéologique, il y a une opportunité en 2017 de saisir le pouvoir, mais il va pas revenir sur ces deux jambes sur lesquelles il marche, que sont évidemment servir l'économie et les milieux financiers et réformer les retraites, ce qui va aussi dans ce sens-là, et le côté supranational. Votre réponse, Brice Nkonda? Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est acté qu'il y a une désynchronisation entre la volonté populaire et l'ADN d'Emmanuel Macron, c'est sûr. Après, moi, ce que j'observe quand même, c'est qu'il y a une réduction progressive de sa marge de manœuvre. Et après avoir joué avec les institutions à gogo, maintenant, on se retrouve quasi à 1 mètre de l'impasse. Donc à un moment donné, il aura plus le choix il peut continuer à jouer, mais c'est un jeu qui est très dangereux. Là, il a mis notre démocratie à genoux, et je pense qu'effectivement, le fait même de nommer Bernard Cazeneuve, ça peut être bien pour le bloc central. Je suis moi-même centriste. Mais je sais pas si c'est bien comme message qui est envoyé, parce que Bernard Cazeneuve, si c'est bien ce nom-là qui va être Premier ministre, on aura effectivement un certain soutien du Parti socialiste, mais qui sera immédiatement traité de social traître par rapport à l'accord qu'ils ont passé avec le nouveau Front populaire. Donc ça va être très compliqué à gérer, et je suis pas convaincu que tous les socialistes suivent Bernard Cazeneuve. Donc je suis pas convaincu que la base électorale d'Emmanuel Macron s'élargisse autant que ça. De la même manière, si c'est Xavier Bertrand, en fait, on a effectivement quelqu'un qui a prouvé dans sa région qu'il était ouvert, qu'il était contre le Rassemblement national, tout en étant ferme sur ses positions. Mais Laurent Wauquiez l'a très bien dit, nous ne participerons pas au gouvernement. Donc que ce soit d'un côté comme de l'autre, je ne suis pas sûr que ces grandes manœuvres soient si grandes que ça. Elles sont petites, et je pense qu'en fait, il y a pas de solution. En fait, il y a pas de solution, si ce n'est, comme l'a dit Jacques Mézard, à un moment donné, le fait que une présidentielle. C'est la présidentielle qui va trancher tout ça. J'aimerais qu'on ait... Oui, Jacques Mézard. Oui, je voudrais intervenir parce que... Bien sûr. Je vais un peu, pas ricaner, parce que je sais que ce qu'a dit Luc est frappé au coin du bon sens au regard des soi-disant convictions de M. Macron lui-même. Il a effectivement la volonté de préserver les retraites, il l'a fait avec le 49.3, et il a une idée supranationale. Pour lui, la France, ça n'existe pas. C'est vraiment le cabri, comme aurait dit De Gaulle, de l'Europe supranationale. Mais, voilà, ce qui se passe, c'est que tant pour les retraites que pour le supranational, vous avez une majorité forte dans cette Assemblée contre. C'est-à-dire que s'il y a une réforme qui est proposée en ce qui concerne les retraites, elle a toute la possibilité d'être votée. Et donc, les belles idées de Macron sur les retraites risquent d'aller à volo. Quant à l'Europe supranationale, il n'y a que Macron pour le croire, y compris en Europe, où tout le monde veut un retour à l'intergouvernemental, notamment les Allemands. Donc il ne faut pas nous raconter des histoires. Tout ça, c'est des rêves, ce sont des utopies à la Macronie, et qui va, à mon avis, bientôt cesser. Et comme l'a dit à juste titre Brice, il ne peut y avoir de solution que par le haut. Et le haut, c'est le départ de M. Macron lui-même. Jacques Mézard, Brice Nkonda, Luc Gras, on reste ensemble. La suite des débats de l'été. On va partir cette fois-ci aux États-Unis. C'était cette nuit la première soirée en ce qui concerne la convention des démocrates à Chicago. Des moments forts. On va y revenir. Est-ce que les démocrates sont en train de reprendre du poil de la bête? Est-ce que Donald Trump doit s'inquiéter dans cette élection présidentielle qui va arriver vite, puisque ce sera début novembre? On en débat juste après ça. Sud Radio. 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été, 11h30. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nos débatteurs ce matin, Jacques Mézard, Brice Nkonda, Luc Gras. On va parler des États-Unis dans quelques instants, mais l'actualité, c'est encore et toujours la politique en France, avec cet entretien accordé par Raphaël Glucksmann au Point, l'eurodéputé PS Place Publique, qui dit clairement il faut tourner la page Macron-Mélenchon. Ça fait écho à ce qu'on disait auparavant. Messieurs, c'est quand même un revirement important, Brice Nkonda. Pour moi, c'est un revirement qui est très important. Peut-être que Raphaël Glucksmann aurait dû le faire juste après les européennes.
ce qui aurait eu un résultat tout autre, parce qu'en fait, ces changements de stratégie, ils doivent toujours être accompagnés d'une élection pour que ce soit acté dans les urnes. Donc là, on est dans une période hors élection où il y a un changement stratégique d'incarnation, donc Raphaël Glucksmann pourrait effectivement incarner ce virage. D'ailleurs, il n'y a pas que Raphaël Glucksmann, il y a aussi Karim Bouhamrane, le maire de Saint-Ouen, qui a fait un papier dans le Figaro qui est intéressant, où il dit qu'il faut s'éloigner un peu des responsables LFI qui cherchent à bordéliser, qui sont d'ailleurs tous des filles et des fils de bourgeois, etc. Donc il y veut pas quand même de main morte. Donc il faut en fait qu'au sein du Parti socialiste ou place publique, il y ait des personnalités qui soient raisonnables et qui entament ce virage, parce que le virage, Monsieur Faure ne l'a pas incarné ou a du mal à l'incarner. Et là, aujourd'hui, il faut que ce soit fait. Il faut qu'il y ait des locomotives pour ce virage. Donc, en fait, l'information qui vient de sortir sur Raphaël Glucksmann va un peu dans ce sens-là. Raphaël Glucksmann qui appelle, je le dis, à tourner la page Macron et donc Mélenchon avant la présidentielle de 2027. Jacques Maire, ça vous fait réagir également? Bien, écoutez, je crois que tout ça, ce sont des propos, ce sont des mots, et qu'il n'y a pas d'efficacité, d'efficience politique derrière. Dans l'état actuel des enjeux et des forces au sein de cette assemblée, qui est une assemblée qu'on aurait pu qualifier d'introuvable, non pas introuvable au sens de 1918-1919, mais introuvable dans la mesure où les forces sont trop antagonistes pour pouvoir sortir par une politique de cohérence et une politique acceptable par toutes les forces en jeu. Voilà. Donc, tout ça, je dirais, ce sont des plans sur la comète, et que ça vienne, je dirais, d'un certain nombre d'écologistes ou d'un certain nombre de gens à l'extérieur de l'Assemblée, ça ne peut pas marcher tant que les institutions sont bloquées par à la fois cette Assemblée et un président de la République qui comprend rien. Lugrin, en tout cas, il est curieux ce moment choisi par Raphaël Glucksmann, non, pour dire cela et effectivement demander à tourner la page à Mélenchon. Non, mais si je voulais répondre avec un peu d'humour. Pardon, Jacques Pierre. Si je voulais répondre avec un peu d'humour, il a écouté Sud Radio ce matin et notre débat de ce matin, et il en a conclu que plus Jean-Luc Mélenchon sort du bois tout seul, plus lui, qui veut aussi se positionner par rapport à 2027, il est obligé finalement de réagir. La réalité, c'est que l'avenir du nouveau Front populaire, en forme de conclusion par rapport au débat précédent, l'avenir du nouveau Front populaire ne peut exister que s'ils arrivent à mettre en place de la concertation, du dialogue entre eux. À partir du moment où l'un des membres, est probablement le plus éminent, prend des initiatives, comme pour l'article 68, avec toutes ses troupes derrière sur les réseaux sociaux, les autres sont coincés et il est obligé de sortir du bois, donc Raphaël Glucksmann. Donc c'est tout à fait logique, c'est tout à fait dans l'esprit de ce que nous avons dit ce matin lors de ce débat. On poursuit, on change de sujet, messieurs. J'aimerais qu'on parle aussi des États-Unis. Un début en fanfare pour la Convention des démocrates à Chicago. Elle s'est ouverte la nuit dernière. Elle doit déboucher sur l'investiture officielle, sur surprise de Kamala Harris pour la présidentielle américaine. Le scrutin, je le rappelle, c'est le 5 novembre prochain. Avant d'ouvrir les débats, Jules Boscarini, vous nous avez rejoint, journaliste Sud Radio. Jules, que faut-il retenir de cette première soirée à la Convention démocrate? Tout d'abord, les mots de Kamala Harris juste avant l'arrivée de Joe Biden sur scène. Merci pour ton leadership historique, pour ta vie au service de notre nation et pour tout ce que tu continues à faire. Nous te sommes éternellement reconnaissants. L'image est forte et la réaction des partisans démocrates l'est tout autant. Plus de 4 minutes d'ovation pour l'actuel président des États-Unis sous les We Love Joe ou Thank You Joe de la foule. Et puis il y a ce tacle adressé à Joe Biden. Pour qui se prend-il? Il n'est pas digne d'être commandant en chef. Point final. Pas à ce moment-là. Pas maintenant. Et jamais. Celui qui promet d'être le meilleur bénévole de la campagne de sa vice-présidence ne mâche pas ses mots. Il va même jusqu'à qualifier Donald Trump de loser et de repris de justice, toujours sous les applaudissements du public. À noter qu'à l'extérieur du United Center, des manifestants pro-palestiniens, furieux du soutien à Israël, ont défilé et scandé Kamala la tueuse, nous t'inculpons pour génocide. On y reviendra peut-être sur cette mobilisation qui a fait parler effectivement en dehors de cette convention des démocrates. Brice Nkonda, on a l'impression en tout cas que du côté des démocrates, on y croit de nouveau, d'une certaine manière, non?
Et moi, j'ai l'impression que c'est une construction médiatique qui a pris finalement forme très récemment. J'ai l'impression qu'ils veulent en fait recréer l'effet Obama. De manière un peu factice. Avec Obama, il y avait quand même de la carrure, de la prestance. Je me souviens, en 2008, il y avait un vrai engouement. Cet engouement-là, finalement, quand on regarde le mandat d'Obama, il s'est pas traduit par énormément de mesures, à part l'Obamacare. Donc, je pense qu'il convient de relativiser tout ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'il commence, il y a une dynamique qui est présente du côté des démocrates, après une séquence très forte pour Trump, avec ce qui lui est arrivé. Je sais pas, en fait, parce que... Cette tentative d'assassinat. Ouais, il y a quand même un sujet, c'est qu'ils sont aujourd'hui comptables du bilan des États-Unis, il faut le porter. Donc recréer une nouvelle dynamique à partir de son propre bilan, il faut quand même faire son autocritique. Je vois pas concrètement, parce qu'on parle pas mal du fond depuis tout à l'heure, quelles sont les nouvelles mesures fortes que Kamala Harris souhaite impulser. En tout cas, sur les dossiers qui lui ont été confiés, notamment par rapport à l'immigration, j'ai cru comprendre qu'elle avait pas été si efficace que ça. Donc voilà, en fait, moi, ok, pourquoi pas une dynamique, elle existe à mon avis, mais cette dynamique, elle repose sur quoi? Quelles sont les nouvelles idées? Donc cette politique qui consiste à uniquement faire de la belle communication, et en plus, bon, ils se sont... C'est le choix à l'américaine, c'est ce qu'on a vu cette nuit, très clairement. Après, juste pour finir, avec Joe Biden, il y a eu quand même ce sujet où tous les représentants du Parti démocrate avaient voté pour Joe Biden et qu'elle a récupéré ce capital. Je ne suis pas sûr que Kamala Harris aurait été la candidate si elle avait dû elle-même aller à la pêche de tous les votes. Jacques Millard, on assiste à quoi là en ce moment? Une sorte de fabrication, d'une dynamique en faveur de Kamala Harris? C'est votre sentiment aussi? Alors moi je vais vous dire une chose. Je suis assez stupéfait de l'engouement des Français pour les élections américaines et je ne vois pas pourquoi ils auraient autant d'intérêt. Ça a toujours été le cas. Je vais vous dire une chose fondamentale. Le président des États-Unis défend les intérêts des États-Unis et rien d'autre, que ce soit l'un ou l'autre. Et donc, nous aurons en face de nous, quel que soit le président élu, un président qui, à la différence du président français, défend ses intérêts. Et je tiens à vous dire que de ce côté-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pas moi qui vais reprocher aux États-Unis de défendre les intérêts, mais je reproche au gouvernement français de ne pas défendre l'autre. Maintenant, on verra ce qui en sort. Vous savez, on peut prendre les paris, mais ça ne changera rien au regard des enjeux mondiaux. Les États-Unis sont les États-Unis, et jusqu'à nouvel ordre, ils resteront très intéressés à ce qui se passe dans le monde, car nous sommes dans un village planétaire, et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une politique étrangère indépendante qui ne soit pas alignée sur celle des Américains. Et j'espère qu'un jour ça viendra, ou que ça reviendra. Voilà ce que je vais vous dire. C'est clair, on s'y intéresse aussi peut-être parce que finalement cette élection-là, de cette élection va découler beaucoup de choses pour le reste du monde. C'est une puissance mondiale incontournable. Non, vous avez des illusions parce que je tiens à vous dire une chose, c'est que les Américains ont une certaine conception effectivement de leur rôle, comme nous avions lorsque nous avions une politique étrangère. Un jour, je me suis amusé à faire le parallèle entre les déclarations des présidents américains et nous-mêmes. Et en réalité, vous avez affaire, dans les deux cas, à un État, à un pays qui poursuit une vision messianique de son rôle. Et donc, c'est vrai des États-Unis, mais c'est plus vrai de la France qui s'est alignée sur les États-Unis. Lugras, Kamala Harris, Donald Trump, au final, c'est kiff-kiff pour la France? Non, je souris parce que Jacques Millard, en bon souverainiste qu'il est, a trouvé astucieusement le moyen de reparler de la France. La réalité de l'observateur, c'est que... heureusement, oui. À l'observation, la démocratie américaine a toujours 2-3 ans d'avance sur la France au niveau de fonctionnement. Donc c'est presque inquiétant parce que c'est une démocratie des réseaux sociaux et des pages publicitaires. Et voyez, on a eu le droit là consécutivement dans les dernières 24 heures à Trump qui propose que Elon Musk rentre au gouvernement, et on a eu Kamala Harris fait ses courses au supermarché. Donc vous voyez, on a
c'est vraiment le niveau quand même assez modeste de la réflexion politique. Et j'aurais envie de dire un petit peu comme le général de Gaulle, parlant de l'Orient, disait il faut aller à l'Orient compliqué avec des idées simples. En fait, si on veut regarder ce qui se passe aux États-Unis, faut y aller avec des idées simples. Ça a été très bien dit par Brice Nkonda. Ce qui compte là-bas, c'est la dynamique. Il y a incontestablement, par la nomination de Kamala Harris, une dynamique qui a été mise en place par les réseaux sociaux, par les pages publicitaires, par tous ceux qui se retrouvent dans le slogan TST, tout sauf Trump. Il y a une majorité aux États-Unis qui est un peu choquée par les expressions triviales, bêtasses de Trump, et il est en train de faire perdre le camp républicain parce que justement tous ceux qui sont contre lui sont en train de se rassembler. Voilà l'enjeu aux États-Unis actuellement. Quant au programme, on le connaît à peu près, on est un peu dans le New Deal avec Kamala Harris, tandis que du côté de Trump, on est plutôt du côté du transgressif. Jacques Mir, je vous redonne la parole dans un instant. Juste Brice Nkonda qui voulait réagir aussi par rapport au propos de l'UGRA. Ouais, mais je suis pas convaincu que Trump est en train de perdre, parce qu'il faut quand même pas oublier une chose, et ça a été l'objet du discours d'Hillary Clinton. C'est-à-dire que pour les femmes, il y a un plafond de verre. On n'a jamais eu aucune femme président de la République aux États-Unis. Donc là, on a eu Barack Obama, donc quelqu'un de métissé qui arrive au pouvoir. Là, elle cumule les deux. Donc c'est pas encore gagné. Qu'il y ait une dynamique, c'est incontestable. Qu'elle gagne, j'en suis pas vraiment sûr. Je dirais que simplement la dynamique est venue pour équilibrer les forces là-bas. Et par rapport à ce qu'a dit Jacques Mir, je suis tout à fait d'accord sur le fait que la France doit se préoccuper de la France, mais d'un autre côté, on ne peut pas nier que le rôle des États-Unis sur la scène internationale est important. On se rappelle d'ailleurs que Barack Obama avait un peu détourné ses yeux de l'Europe pour se concentrer sur l'Asie, avec tout un tas de conséquences. Donc là, il faut quand même bien comprendre que ce soit dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie ou au Moyen-Orient, sur la bande de Gaza, le rôle des États-Unis est un rôle qui est prépondérant. C'est prépondérant. Donc on ne peut pas en fait nier le fait que la position de Donald Trump serait quand même sensiblement différente que celle de Kamala Harris, donc celle de Joe Biden aujourd'hui. Donc c'est quand même des choses qu'il faut regarder, tout en ayant la conscience de protéger avant tout nos intérêts. Oui, Jacques Mir. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Ouais. C'est que, premièrement, par rapport à ce que vient de dire Luc, il est évident qu'aujourd'hui, la politique se fait aussi par tous les réseaux sociaux, et là, que ça soit l'élection américaine ou l'élection de Macron, on a vu ce que ça donnait, ça a joué dans les deux cas de la même manière. Donc on a changé de monde et on ne reviendra pas à la marine à voile comme disait De Gaulle. Mais ce qui est certain, c'est que le problème, bien sûr que les États-Unis restent et demeurent, même si ils sont traumatisés par l'idée de perdre leur leadership. Il faut notamment lire ce que les services américains avec le département d'État ont publié dans Global Trends, et ils savent pertinemment qu'ils vont perdre leur leadership. Ce qui peut les amener à ce qu'on peut appeler parfois les fameuses guerres préemptives. D'où la nécessité pour nous de ne pas s'aligner sur les Américains et de leur rappeler un certain nombre de réalités, notamment dans ce qui peut se passer en Asie, où ils peuvent avoir parfois des volontés, parce que il y a plusieurs politiques étrangères américaines. Il y a celle, bien sûr, de la Maison-Blanche, mais elle vient en dernier. Il y a d'abord le Pentagone, la CIA, le département de la Justice, le département du Commerce. Bref, il y a tout un attirail. Il n'y a pas une politique étrangère. Il y en a de multiples, et parfois elles se prennent les pieds dans le tapis. À nous d'ouvrir les yeux et de ne pas les suivre. Voilà le problème. On va poursuivre ces débats de l'été. On va rester aux États-Unis avec, je crois que c'est l'UGRA, vous en parliez, vous l'évoquiez tout à l'heure sur cette proposition. C'est original. Vous allez la qualifier d'ailleurs tout à l'heure, cette proposition de Donald Trump de nommer Elon Musk à un poste, alors secrétaire d'État ou de conseiller. Si il est élu en novembre, ça vous fait réagir. Vous réagissez sur notre Facebook, Sud Radio, sur nos réseaux sociaux, 0826 300 300 également. Et puis on y revient avec nos débatteurs. On réagit, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons 10h-13h, Benjamin Glaise.
11h47 sur Sud Radio, on est toujours en compagnie de Jacques Miard, maire de Maison Lafitte, Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires, et puis Lugras, politologue. On reste aux États-Unis, messieurs, vous l'avez évoqué, je crois tout à l'heure, hein, Lugras, sur cette proposition de Donald Trump. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, la qualifier, vous l'avez déjà plus ou moins fait, mais sur cette proposition de Donald Trump qui se dit prêt à offrir un poste de secrétaire d'État ou de conseiller à Elon Musk, le propriétaire de X, anciennement Twitter, s'il est élu président des États-Unis. Donald Trump, c'est quoi, ça vous amuse, ça vous inquiète, ça vous intéresse, Lugras ? Écoutez, pourquoi pas, en politique, il est normal que le responsable choisisse ses équipes. Donc c'est pas choquant. Ce que je peux dire à l'observation, c'est que dans les sondages, on l'a vu dans notre beau pays qu'est la France, avec François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, il a voulu aussi faire des ouvertures, il a nommé des personnalités. Ça n'a pas changé la queue d'une cerise au niveau des sondages et des études d'opinion. Donc vous voyez, c'est vraiment un effet d'annonce. Je prenais cet exemple-là pour montrer justement que c'était quelque chose de cosmétique, mais ça participe, pour finir sur ce beau mot qu'on a pas mal utilisé aujourd'hui, c'est la commedia dell'arte du champ politique. Ça ne changera pas grand-chose. C'est un effet d'annonce dans une campagne qui a un peu tendance à ratatouiller du côté de Monsieur Trump. Brice Nkonda, avant de donner la parole à Jacques Miard sur cette proposition insolite, intéressante, je ne sais pas. Moi, je pense que il faut faire attention à ça. Pour quelle raison? C'est qu'on a affaire à un énorme chef d'entreprise, qui a une influence considérable. Je rappelle quand même qu'au-delà de X, où il a une capacité d'influence, il y a SpaceX, il y a des contrats avec la NASA, donc ça pose quand même la question du mélange des genres. Et un excellent patron comme Elon Musk ne fait pas forcément un bon politique. Le politique, son rôle, c'est l'intérêt général. L'économique, et il a ce prisme-là, Elon Musk, c'est le fait d'innover, de faire du cash, etc. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes. La construction intellectuelle n'est pas la même. Donc on peut comprendre que dans une démocratie comme la démocratie américaine, la jonction des deux se fasse un peu mieux. En France, on a eu quelques cas, quelques familles de grands industriels qui se sont intéressés à la politique, parce que peut-être que le mandat politique est honorifique et complète la panoplie du pouvoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même faut être attentif aux conflits d'intérêts. Au-delà de ça, je note qu'Elon Musk a quand même des convictions sur le fond qu'il partage avec Donald Trump. On le voit souvent s'insurger sur les sujets LGBT, où il veut pas justement qu'on mélange les genres, etc. Il est assez conservateur de ce point de vue-là. Donc, il n'empêche qu'on a affaire à une individualité, à une personnalité qui a un positionnement sur les valeurs. Donc il a le droit de se mêler de la politique. Mais je dis, est-ce que par exemple, il serait prêt, au titre d'un portefeuille gouvernemental, à abandonner ses activités lucratives? J'en suis pas convaincu. Donc je dis qu'il faut quand même faire assez attention à comment les choses se font par déontologie. Jacques Miard, écoutez, moi c'est très simple. Je vais vous dire, je comprends parfaitement les arguments de Brice et de Luc. Moi, je vais vous dire une chose. Lorsque Nicolas Sarkozy a voulu ouvrir, je lui dis méfie-toi des courants d'air, parce que il est clair que faire entrer au gouvernement l'ami Kouchner avec lequel je me suis bagarré, ça manque pas de sel. Bon, mais en réalité, ça lui a fait perdre des voix bien davantage que ça lui en a fait gagner. Et donc ici, aux États-Unis, on a une conception en ce qui concerne les affaires qui n'est pas tout à fait la nôtre, mon cher Brice. Oui, je suis d'accord. Il est évident que de ce côté-là, la notion que ce qui est bon pour les grandes entreprises aux États-Unis, c'est bon pour l'Amérique. Voilà le problème. Chez nous, ce n'est pas tout à fait la même chose. On se méfie effectivement des grandes entreprises qui pourraient imposer leur politique et non pas celle du service public et de l'intérêt général. Et donc là, il y a une conception américaine qui n'est pas la nôtre, et bien qui sont, je dirais presque, qui sont des merdes. Parce que il est vrai que ça peut créer un certain nombre de tensions et que ça peut apporter des voix, et ça peut en perdre également. Oui, et sur la question de la déclinaison en France, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est vrai que, alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Jacques Miard, sur le rapport qui est différent sur ces sujets-là entre les États-Unis et la France. Il y a le rapport aussi à l'argent, Brice Nkonda aussi, qui n'est pas le même, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec ce que vient de dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jacques Miard. On a une conception de la démocratie qui n'est pas la même. Nous, c'est vrai que l'intérêt général, en fait, doit s'émanciper parfois de l'intérêt économique.
Mais j'observe quand même que le profil d'Emmanuel Macron, de notre président depuis quelques années maintenant, c'est quand même un profil à l'américaine, où on a parlé en France de Startup Nation, etc. Et c'est là où, à un moment donné, il y a une divergence qui s'effectue avec le peuple, c'est que les intérêts des entreprises ne convergent pas totalement avec les intérêts de la population française. Et ça, j'ai envie de dire que c'est vrai partout. C'est vrai partout. Une entreprise, elle est là pour faire du cash. Elle est là avec un intérêt lucratif. Elle n'est pas là pour l'intérêt général. Et donc, à un moment donné, ce mélange des genres, il peut se faire parce qu'il y a de la compétence dans les entreprises. Mais il faut que ce soit bien encadré idéologiquement. Et moi, je pense vraiment que Elon Musk n'est pas prêt à abandonner ses activités professionnelles pour un mandat. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une vision de la conquête de l'espace, qui a une vision de tout un tas de choses. Et donc, il ne pourra pas déroger à cette vision-là. Et je pense qu'il faut faire très attention. Et bien heureux pour nous qu'en France, on n'en soit pas à ce stade-là. Il faut qu'on ait des garde-fous pour conserver la politique dans le sens noble du terme. Legras, alors... D'où la nécessité d'avoir un projet national fort. Tout à fait. Et ça manque aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que les Français doivent réapprendre à ce que c'est la France, qui est à la fois une terre d'entreprise et une terre de service public. C'est vrai. Legras, Legras, juste, alors, je vais être un petit peu provocateur, mais est-ce que un Elon Musk ministre en France, enfin, voilà, un profil à Elon Musk ministre en France, c'est envisageable ou pas? Mais tout est envisageable, surtout dans cette période actuelle. Sauf que je crois que c'est très bien dit par les deux intervenants précédents, c'est qu'il y a deux approches de la politique. Il y a l'approche américaine qui est très utilitariste, qui est consommation, c'est l'homo economicus. Et puis nous, notre histoire politique, notre histoire constitutionnelle, elle repose sur autre chose. Elle repose sur la res publica, la chose publique, le service du bien commun. Et on s'est trop éloigné de ces dernières années, effectivement, dans une sorte de dérive américaine, quelques années plus tard, d'une approche utilitariste. Regardez comme les institutions de la Ve République, aujourd'hui, chaque article est disséqué pour savoir s'en servir au mieux au service d'intérêt. Mais non, la Ve République, elle repose sur un équilibre au service du peuple. Et donc, on a une culture qui fait que je ne vois pas l'intérêt de la nomination d'un éventuel Elon Musk au gouvernement français. Jacques Miard. Il n'y a pas beaucoup de risques. C'est-à-dire, Jacques Miard. Oui, je veux dire par là, effectivement, ça a été très bien dit, effectivement, la res publica, ça existe. Et ça existe depuis, je dirais, Charles Auguste et Charles le Bel, qui ont compris que la fonction royale n'était pas simplement une fonction, je dirais, personnelle, qui avait, la res publica a été inventée effectivement par les rois de France et continuée par eux et l'Empire et la République. Donc on est dans une tradition effective de la res publica et que cette res publica, aujourd'hui, on doit la retrouver sans ignorer, bien sûr, le monde économique dans lequel on vit. On conclut avec vous, Brice Nkonda, ce débat justement concernant Elon Musk, mais pas que, sa déclinaison française. Non, pour compléter ce que disait Jacques Miard, c'est que la technologie prend progressivement, les algorithmes, le pas sur notre démocratie. Et donc, on a l'application scientifique avec toutes les technologies qu'on a, les réseaux sociaux, etc. Ça va très, très vite et ça façonne les esprits, les mentalités, les réflexions. Et que derrière, le niveau de conscience ne va pas aussi vite. Alors, on sait très bien que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, le problème qu'on a aujourd'hui, et ça devrait être au cœur d'un nouveau projet politique, c'est comment on remet la politique au cœur du sujet, comment on redémocratise les esprits, comment on fait en sorte que la participation citoyenne, la formation, l'éducation permettent d'avoir des citoyens engagés. Aujourd'hui, on est en train de s'acheminer vers le degré zéro de la démocratie. Et il faut faire très attention. Parce que si on substitue l'homme avec une fonction uniquement utilitariste et consumériste, on va se consumer là-dedans. Merci beaucoup, merci à vous Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des Quartiers Impopulaires. Un grand merci à vous aussi, Legras, politologue, et à vous Jacques Miard, maire de Maisons Laffitte. Merci d'avoir été avec nous pour débattre de l'actualité. On continue sur Sud Radio dans un instant après le journal de midi. On parlera de ce projet Titanis
titanesque, ouais, c'est ça, oui. Vous me corrigez, Brice Nkonda, vous avez raison, titanesque. Dans le golfe de Gascogne, l'installation d'une ligne très haute tension pour relier la France et l'Espagne. Le tribunal a ordonné l'arrêt des travaux. C'est une première victoire pour un collectif qui fait de plus en plus de bruit, qui s'oppose à ce projet titanesque. On y revient dans un instant, à tout de suite.